Les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo qui n'était pas prévue à la base, mais je me suis dit qu'au vu des caractéristiques du match, je me suis dit qu'on allait faire un débrief, et donc on va faire un débrief du PSG Arsenal, ou plutôt du Arsenal PSG. Victoire 2-0 des Gunners sur leur pelouse face au Paris Saint-Germain. Un match finalement, on avait fait comme une sorte d'avant-match en parlant du PSG sur la chaîne il y a quelques jours de cela, donc il y a 3 jours de mémoire. Et j'avais prédit une victoire 3-1 d'Arsenal et je me suis dit que les Gunners allaient prendre le dessus physiquement sur le milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Donc on débriefe tout ça ensemble. Avant que la vidéo commence, comme d'habitude, tu connais la chanson, tu t'abonnes, tu likes, tu partages et tu commentes si jamais j'ai oublié de dire des choses. Voilà, ça me fait toujours super plaisir, ça fait avancer la chaîne, la monétisation est assez proche, donc voilà, donc c'est super bien, j'aimerais bien l'atteindre, on est plus qu'à 100 heures sur les 3000 à peu près, donc c'est vrai qu'on y est presque, donc ça me ferait super plaisir de les atteindre avant la fin de l'année 2024, ou même avant la fin du mois d'octobre, ça serait vraiment top. Donc voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, niveau vidéo débrief, j'en ai pas trop l'habitude d'en faire, pour être honnête avec vous, mais voilà, là je me suis dit, allez, c'est comme Paris, c'est quand même le meilleur club français, Arsenal c'est un club que j'aime beaucoup également. Donc voilà, allez, nouvelle vidéo débrief, c'est parti. Donc ce que je vous propose, c'est d'abord de faire un résumé global du match, avec en gros les temps forts, les temps faibles. Ensuite, voir un peu finalement ce qui a bien marché au PSG, ce qui a moins bien marché au PSG, et pas faire de même pour Arsenal, et enfin faire mes tops et mes flops de la rencontre. Et puis voilà, ces enseignements aussi de cette rencontre, parce que c'est quand même très important. Et puis voilà. Donc cette rencontre, elle a été assez équilibrée avec Arsenal qui a été assez dominant en première mi-temps, même si pour moi la première mi-temps est beaucoup plus équilibrée que la deuxième qui est quasiment à sens unique pour le PSG, même si le PSG, on va voir avec les expected goals, n'a pas réussi à marquer. En ce qui concerne les expected goals, donc il y a 0,76 pour Arsenal et 0,31 pour le PSG. Pourtant le PSG a quand même été dominateur, a été dangereux avec la tête de Jean Neves par exemple sur la barre en deuxième mi-temps, mais c'est vrai qu'en première mi-temps finalement tu es plombé par des erreurs individuelles. Je pense notamment quasiment aux 2 erreurs de Donnarumma sur les 2 buts. Le premier, il est totalement fautif parce qu'il juge mal la trajectoire avec le centre de Leandro Trossard pour la tête de Kai Havertz. C'est un match qui est pas bon de Donnarumma, et sur le deuxième but, c'est vrai que bon, c'est assez compliqué de lire la trajectoire, mais quand tu t'appelles l'idiot Donnarumma, tu te dois de faire mieux, tu te dois d'anticiper mieux. Voilà, donc en tout cas, bon, petit spoil, mais Donnarumma sera évidemment dans les flops, même si après, attention, il fait des belles relances et il fait des belles parades qui laissent parler dans le match, notamment celle face à Martini, je crois, en début de deuxième mi-temps. Et puis, je dirais finalement la différence entre ce PSG et ce Arsenal, c'est finalement la conclusion des occasions. Arsenal a quoi, 4-5 occasions dans le match, ils en mettent au moins 2. On le voit avec les expected goals, ils sont à 0,76 et même à la mi-temps, je crois, ils étaient à 0,26 et donc ils avaient mis 2 buts. Alors que le PSG, je crois, a toujours été aux alentours de 0,31 et il n'a pas marqué un seul but. Même si on peut revenir sur la main de Calafiori qui peut être sifflable pour moi. Après, bon, c'est vrai que je connais pas le règlement, donc je veux pas trop m'aventurer sur ce terrain. Si elle était sifflée, ça m'aurait pas choqué. Là, elle est pas sifflée, ça me choque pas non plus. Voilà, je préfère pas trop débattre sur des choses dont je ne maîtrise pas, que je ne maîtrise pas. Mais voilà, tu sens quand même qu'Arsenal a été au-dessus dans la maîtrise du jeu, et finalement c'est un match qui était assez lisible avec un PSG qui a du mal à scorer en ce début de saison, même s'il y a eu les 6-0 face à Montpellier. J'en tiens pas rigueur parce que Montpellier c'est vraiment catastrophique, c'est pas du tout le même niveau de jeu que celui d'Arsenal. Un Dembélé qui était absent, donc je me suis dit bon, à partir du moment où Dembélé était absent, pour moi t'avais Kang In-lee qui était utilisé en tant que faux numéro 9, t'avais Désiré Doué qui revenait de blessure, qui était titularisé au poste d'ailier droit. Donc ça n'allait pas. Je trouve, on y viendra par la suite, mais je trouve que encore une fois, et c'est ce que je pointais, j'avais pas vraiment pointé, mais je commençais à le pointer dans ma vidéo d'il y a 3 jours, c'est les choix tactiques d'Enrique. Les choix tactiques d'Enrique ce soir ne sont pas bons. Pourquoi tu titularises Désiré Doué au poste d'ailier droit? Tu n'as personne, autant mettre Kang In-lee même s'il est prévisible, et tu mets Désiré Doué peut-être dans une position un peu plus axiale. Tu changes de système, il n'ose pas changer de système. Et pour moi, il est là aussi le problème du PSG. Bon, déjà, il est au milieu de terrain parce que t'as des profils qui sont absolument pas complémentaires, mais ça on y viendra par la suite. Mais t'as une utilisation de Kang In-lee qui est pas bonne, tu le fais rentrer parfois sur la droite, tu le fais rentrer en faux neuf. Pour moi, tu dois le faire jouer en numéro 10, tu peux peut-être tenter un 4-4 de losange, une défense à 3. Même si Beraldo, c'est pas un bon défenseur, ou même Skriniar, s'il est lent et qu'il est quand même un peu dépassé et qu'il est c'est un défenseur d'un autre temps, je verrais bien, par exemple, une défense à 3 pour solidifier
bah finalement ta défense qui est quand même assez friable, même si Pacho il tient un peu la défense à bout de bras et tout ça, même si Marquinhos c'était pas si dégoûtant que ça. Il y a quelques fois quand même où il est vraiment moyen, il y a quand même pas mal d'absences défensives, je parle. Au niveau de la relance, c'est vrai qu'il est assez précieux parce que Pacho est pas super fort. C'est vrai que Berardo là pourrait faire du bien, mais moi j'aimerais bien par exemple voir Luis Enrique tenter une défense à 3 avec, je sais pas, Skriniar, ça me semble quand même compliqué parce qu'il est tellement mauvais, mais c'est Berardo, c'est pas bien mieux. Mais tenter une défense à 3, je sais pas, tu mets soit Milan Skriniar, soit Lucas Berardo, et tu titularises au centre Marquinhos et à gauche Willian Pacho ou Marquinhos à droite, Pacho en centrale et à gauche Berardo. Bref, tu fais une défense à 3, tu mets deux pistons que seraient évidemment Hakimi et Nuno Mendes. C'est pour moi c'est leur meilleur poste. Offensivement, c'est vraiment deux super joueurs que le PSG a vraiment beaucoup de chance de les avoir. Tu mets un 3-4-1-2. Pour moi, au milieu de terrain en double pivot, tu vois qui tu peux mettre. Moi, un Ruiz, je ne serais pas contre parce que pour moi, Vitinha et João Neves, c'est les mêmes c'est le même profil. Vitinha est plus offensif pour moi quand même. Mais Zaïre Emery, je comprends pas pourquoi il est titulaire encore. Pour moi, c'est un joueur qui est beaucoup trop surcoté. Il ferait du bien en sortie de banc, pour moi, c'est comme mon avis. Mais je mettrais en tout cas potentiellement Vitinha ou João Neves avec potentiellement un Fabian Ruiz pour la complémentarité des profils, ou en tout cas il faudrait une recrue physique pour ce milieu de terrain. On va venir justement après milieu de terrain. Tu mettrais en créateur Kangin Lee parce que je trouve pour moi c'est ton joueur, je vais pas dire le meilleur depuis le début de saison, c'était Dembélé qui était pas là aujourd'hui mais qui est bon. Et puis tu mettrais les deux flèches que seraient Barcola, Dembélé, et qui finalement ça comblerait ton absence de numéro 9. Et pour moi, voilà, je trouve que c'est un schéma, la défense à 3 qui est déjà à la mode, mais bon, ça, limite, on s'en fout. Mais c'est surtout un schéma qui répond beaucoup mieux, finalement, qui mettrait dans les meilleures conditions des joueurs, finalement. Et je trouve que c'est quelque chose qui manque beaucoup au Paris Saint-Germain. En tout cas, moi, je trouve, voilà, j'en veux beaucoup à Luis Enrique. Attention, je dis pas que la défaite est forcément que de la faute de Luis Enrique, mais pour moi elle est en grande partie de la faute de Luis Enrique, qui a un peu un manque de coronesse, hein, on va pas se le cacher. Certes, il a pas de banc, attention, le banc est très très faible et ça c'est pas normal quand tu t'appelles le Paris Saint-Germain d'avoir un banc aussi faible. Faute encore une fois du mercato, on va pas y revenir parce que j'ai fait la vidéo la dernière fois il y a 3 jours, donc je vous invite à aller la voir. Mais voilà, et puis évidemment le milieu de terrain, t'as pas ce 8 qui est solide tant à la création que physiquement. Et pour moi, il est là aussi le problème, c'est que non seulement t'as pas de numéro 9, ta défense elle est friable, mais c'est surtout ton milieu de terrain où t'as des profils qui sont trop complémentaires. L'achat de João Neves, dans l'absolu, c'est une bonne chose pour moi. Mais faut voir aussi la complémentarité des profils. Quand t'as un Zaïre Emery qui est un joueur qui est à l'aise balle au pied, mais pas à la création, qui est à l'aise, qui a un box-to-box finalement, qui fait le lien entre la défense et l'attaque. Quand t'as un João Neves qui est vraiment un 6 de poche, qui sait orienter le jeu, mais qui ne crée pas, il demande finalement ce joueur créatif que finalement le PSG n'a pas un style, un joueur à la Bruno Guimaraes, à la Martin Odegaard, bref, un joueur comme ça. Et Martin Odegaard, encore une fois, par exemple, du côté d'Arsenal, il n'était pas là. Ouais, je pense qu'on a fait à peu près le tour du côté du Paris Saint-Germain, et puis évidemment, tu as l'absence de Dembélé, avec un PSG dans possession qui a fait vraiment beaucoup de mal au PSG. Ousmane Dembélé aurait fait beaucoup de bien, aurait peut-être amené un but, et puis évidemment t'as cet arbitrage qui peut quand même laisser songeur avec un carton jaune qui n'a pas été donné à Rice pour une faute sur un joueur parisien, sur Ronald Colomwani, voilà, j'avais oublié son nom. Mais voilà, et pour ce potentiel penalty qui n'a pas été sifflé, là encore une fois je préfère pas m'avancer sur ce sujet. Côté Arsenal maintenant. Alors côté Arsenal, le match finalement il a été maîtrisé de A à Z. Et évidemment, t'as encore ces moments où défensivement tu te fais un peu peur, bien que tu n'encaisses pas de but, hein, qu'on soit clair. Et finalement, c'est un match qui est assez classique de la part d'Arsenal. C'est un Arsenal qui est clinique avec les occasions qu'ils ont. Ils ont peu d'occasions. Le match de Leicester est quasiment pareil, on va dire, même s'il y a eu beaucoup plus d'occasions et Arsenal à un moment a le choc avec un retour des vestiaires totalement raté. Mais bon, bref, on parle pas de ce match-là, on parle de ce Arsenal PSG. Et finalement, c'est un Arsenal qui a maîtrisé son sujet de A à Z avec une domination au milieu de terrain de Partey et surtout de Rice que j'ai trouvé assez incroyable. Rice, il a été au four au moulin, aidé, attention, par Ricardo Calafiori. Et qu'est-ce que j'aime cette tactique de Mikel Arteta, d'avoir à chaque fois ce latéral gauche qui vient aider, que ce soit Zinchenko,
Kivior, même s'il le fait moins, mais surtout Calafiori ou même Timber, quand il est titularisé latéral gauche, même si là il a été plutôt latéral droit. D'ailleurs, supporter d'Arsenal, les Gunners, vous me direz pourquoi Timber est sorti à la mi-temps, j'ai pas compris, parce que je croyais qu'il faisait un putain de match. Est-ce que c'est physique? Je ne sais pas, j'espère pas, en tout cas, parce qu'on en aura besoin pas mal, en tout cas vous en aurez besoin les Gunners. Pour les matchs à venir, pour les échéances à venir, même si Puro pour moi a été passé, Odegaard va bientôt revenir après la trêve, là, il reste plus qu'un match et après il reviendra. Mikel Merino également qui est revenu, ça c'est cool pour le milieu de terrain, mais ouais voilà encore une fois, même avec tes absences de Merino, il n'a pas beaucoup joué, je veux dire, il n'a pas été titulaire depuis longtemps, enfin même c'est son premier match là aujourd'hui, enfin c'était son premier match avec Arsenal aujourd'hui. T'as quand même un milieu de terrain qui reste dominateur, que ce soit en 4-4-2 à plat ou en 4-2-3-1, t'as un Trossard. Peu importe où il est sur le terrain, il est toujours très productif, il est encore décisif aujourd'hui, je trouve que c'est un joueur tellement sous-coté. Mais ouais, pour moi, aujourd'hui, Arsenal gagne le match tactiquement et au milieu de terrain. C'est un match finalement, ouais, un classique d'Arsenal qui est très fort offensivement avec les flèches que sont Martinelli, même si Martinelli n'a pas été incroyable, on l'a pas beaucoup vu, mais pour moi, il serait limite dans les flops d'Arsenal. Il rate un face-à-face avec Donnarumma, où Donnarumma fait un peu l'arrêt, mais le ballon reste sur lui. Martinelli doit la mettre mieux. Saka fait quand même un bon match, il met un but, bon je pense un peu contre le cours du jeu parce qu'on s'y attendait pas vraiment, mais c'est un joueur qui apporte perpétuellement du danger et finalement, est-ce qu'il serait pas là finalement le joueur aussi que devrait avoir le Paris Saint-Germain, à savoir, bon même s'il n'est pas scoreur en ce moment, mais l'an dernier il a été scoreur, je ne sais combien de fois, c'est un joueur qui t'apporte par la passe, par le dribble, par la vista, bref, par un peu tout. Et finalement, cette victoire, elle est somme toute logique pour Arsenal. Et Arsenal, je sens véritable numéro 9, disons, Kai Havertz, certes, qui arrive à s'adapter beaucoup mieux que les milieux de terrain du Paris Saint-Germain, en tout cas pour le poste numéro 9, vu que Gonzalo Ramos est absent. Mais j'ai trouvé vraiment un Arsenal cohérent, Arsenal défensivement à la fin. Je vais pas dire qu'il met le bus, parce que c'est pas totalement le cas, même si ça l'a fortement ressemblé, surtout en fin de match. Tu sens que dans les quelques transitions rapides qu'il y a à faire du côté des Gunners, bah, ils sont toujours là, quoi. Même quand il n'y a pas Odegaard qui est finalement qui manque quand même, tu sens qu'il manque chez ces Gunners. Rice est capable de le faire, même il le fait moins. Partait dans l'équilibre du terrain, de l'équipe sur le terrain, c'est quand même moins impressionnant, mais c'est toujours aussi efficace. Et puis ouais, t'as toujours ce Calafiori qui est très fort et c'est assez incroyable, et je trouve la tactique de Mikel Arteta, tu sens en tout cas sur le terrain, en tout cas moi en tant que supporter extérieur qui suis pas pour aucun des deux clubs, même si j'ai un peu plus un penchant quand même pour Arsenal, je vais pas vous le cacher, c'est un club que j'aime énormément en première ligue. J'ai trouvé vraiment un milieu de terrain conquérant, mais le plan de jeu, surtout les joueurs qui se connaissent très très bien, et c'est là que je trouve tu as eu du déchet, et pour moi c'est là que le match il est pas volé pour Arsenal. Alors oui, il y a eu ces peut-être, ouais, on va dire c'est quelques erreurs d'arbitrage quand même, parce que je trouve, même en tant que supporter plutôt d'Arsenal, du coup, sur ce match, j'ai trouvé quand même un peu ces erreurs flagrantes. Mais en tout cas, tu vois qu'il y a une équipe vraiment qui est construite, et même si tu mets des défenseurs centraux polyvalents au poste de latéraux gauche et latéraux droit, Berardo, par exemple, il peut pas jouer latéral gauche, on voit très bien qu'il sait pas défendre. Calafiori, c'est tout l'inverse. Ça a été un super coup d'Arsenal. Timber, c'est pareil, il peut jouer au poste de latéral gauche, défenseur central, latéral droit, bref, même numéro 6. Et pourquoi pas numéro 8, tellement il est fort techniquement. T'as un Arsenal qui sait s'adapter à différentes situations, à différents schémas de jeu, que ce soit le 4-4-2, le 4-2-3-1, le 4-3-3. Tout va bien à Arsenal. Même quand il y a des blessures, ils arrivent à trouver des solutions. Et moi, quand j'ai vu la blessure d'Odegaard avec la Norvège, je me suis dit, bon, Arsenal, ils sont vraiment dans le caca, mais finalement, pas du tout. Ils arrivent à trouver des solutions. Donc ouais, bravo aux joueurs, bravo à Mikel Arteta, qui a réussi son coup, et mettre 2-0 au PSG. Bon, à ce PSG-là, c'est pas forcément le meilleur PSG de l'histoire, mais ouais, voilà, je trouve que c'est vraiment solide. Donc bravo aux Gunners. Et puis finalement, mes tops, j'ai envie de te dire, c'est la tactique d'Arsenal. Il y a peut-être Havertz qui fait quand même un top match. T'as la défense également qui est imperméable, c'est incroyable. Côté parisien, j'ai bien aimé les matchs des latéraux, des pistons latéraux, à vous de voir. Nuno Mendes, Hakimi. Puis en flop, évidemment, je vais pas dire le milieu de terrain du PSG parce que c'est quand même un peu dur, mais en tout cas voilà, il manque de physique le milieu de terrain du PSG, il manque d'un mec créatif capable de tenir le ballon, il manque d'un numéro 9, il manque trop de choses, il manque de la profondeur de banc, il manque des défenseurs.
Il manque beaucoup de choses. Je pense qu'encore une fois, tu peux pas faire souffler Hakimi ni Mendes parce que t'as pas de joueurs qui peuvent combler ces lacunes-là. J'ai envie de mettre Pacho également, parce que Pacho, je trouve qu'il fait un bon début de saison. C'est l'un des meilleurs Parisiens depuis le début de saison. Mais voilà, en tout cas en flop, bah évidemment le milieu de terrain, je trouve qu'il est moins bon, mais surtout Donnarumma, on se répète. Malheureusement pour le Paris Saint-Germain et même Barcola, voilà, dès que tu sens que et c'était l'une de mes craintes et depuis quelques mois maintenant, je trouve que beaucoup de monde s'enjaille un peu sur Barcola, mais je trouve que c'est un joueur qui reste très prévisible et face à ce genre enfin ce calibre d'équipe, ce type d'équipe, bah pour moi voilà, ça pardonne pas et c'est un joueur qui est finalement assez stéréotypé. J'espère me tromper pour lui, mais voilà, moi je pense que c'est un joueur assez stéréotypé et qui a un plafond d'air assez bas. Ça marche au début parce que c'est un joueur qui est assez peu connu, mais je pense que quand il sera un peu plus connu, les défenseurs sauront de quoi il est capable, quel schéma de jeu il appliquera, et pour moi qu'il deviendra un joueur assez moyen. J'espère me tromper pour lui, en tout cas, et pour le PSG. On le verra par la suite. En tout cas, voilà, vidéo assez longue, 16 minutes. Si tu l'as aimé, bah, comme d'habitude, le petit pouce bleu, l'abonnement, le commentaire. Puis le partage, évidemment, ça fait toujours super plaisir. Si tu t'abonnes, n'oublie pas de mettre la cloche. Nous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Allez, à bientôt la team.